Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, Bismart est partenaire cette semaine de la 4e édition du Winday, le forum de l'investissement féminin. Nous revenons donc sur l'engagement des femmes en faveur de l'investissement dans l'économie réelle. Elles veulent donner du sens à leur placement et sont donc de plus en plus nombreuses à participer au financement des petites et moyennes entreprises, à les accompagner dans leur croissance. C'est le cas de notre invitée, elle-même chef d'entreprise, mais également membre du seul réseau de Business Angels composé exclusivement de femmes investisseuses en France. Et puis, dans Enjeu patrimoine, prêt immobilier, les emprunteurs commencent à s'inquiéter. Hausse des taux, un apport demandé par les banques qui explose et enfin un allongement historique de la durée des prêts. La machine à sélectionner les créanciers semble en effet de plus en plus exigeante. Quelles conséquences cela a-t-il sur les primo-accédants, par exemple, sur les profils moins aisés et plus globalement donc sur le marché immobilier? Crédit Logement alerte sur cette situation. On reçoit dans quelques instants son directeur général délégué ainsi qu'une référence des courtiers en crédit. Vous financez. Mais d'abord, focus, je le disais donc, sur l'investissement féminin. Je le disais, Bismart est partenaire cette semaine du Winday, le forum de l'investissement féminin, organisé par Femmes Business Angels, qui réunit près de 160 investisseuses. C'est la preuve par l'exemple donc, puisque nous allons parler aujourd'hui de l'investissement féminin dans l'économie réelle, c'est-à-dire dans les petites entreprises ou les start-up. Notre invitée est Catherine Malaval, docteure en histoire, dirigeante de Neotopics et membre donc de FBA. Bonjour Catherine. Bonjour Eva. Bienvenue sur notre plateau, sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons parlé mardi dans cette émission de l'intérêt des femmes pour l'investissement à impact. Aujourd'hui, on parle avec vous de leur intérêt pour l'investissement concret, celui de l'économie réelle, c'est ce que je disais. Mais on a, il faut le dire, peu de chiffres sur lesquels s'appuyer. Je demande donc là à l'historienne aussi, peut-être, que vous êtes. Comment expliquez-vous ce manque de données sur le lien donc entre les femmes et l'investissement ? Alors effectivement, pour construire le livre blanc qu'on va diffuser lundi au ministère de l'économie, on a réuni un certain nombre d'enquêtes. Il y a de plus en plus d'enquêtes qui ont été menées depuis 2020, principalement par des banques et des institutions financières, ce qui est assez compréhensible d'ailleurs, puisque finalement, il est tout à fait dans leur intérêt de bien comprendre la façon dont la moitié de leur clientèle souhaite investir. Mais là, on va parler plutôt d'investissement, des placements financiers, d'investissement immobilier, etc. Et en revanche, quand on commence à s'intéresser à l'économie réelle, quelle est la part de l'investissement, effectivement, on manque considérablement de données, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de questions auxquelles je ne pourrais pas vous répondre. Quelle est la part du patrimoine des femmes et d'ailleurs aussi du patrimoine des hommes? On ne la connaît pas. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, en fait, l'État a souvent considéré le patrimoine comme étant un foyer fiscal et de fait un couple. On n'a pas de données non plus sur la part des femmes dans le capital des entreprises, c'est-à-dire aussi bien à des phases émergentes qu'à des phases de développement, série A, etc. Donc on ne le connaît pas, quelle est leur place en fait. Et si même on voulait aller à une échelle plus fine en termes de génération, de secteur d'activité, de région, eh bien, on ne le sait pas. On a posé la question à de nombreux acteurs institutionnels. Alors, en revanche, on a beaucoup de statistiques sur l'entrepreneuriat des femmes. Il y a une note très intéressante d'Infogreffe qui a été publiée, qui fait un état des lieux de l'entrepreneuriat des femmes dans les créations d'entreprises. La Banque de France aussi a publié une note avec quelques chiffres. Mais là, on parle d'entrepreneuriat et non pas d'investisseuses. Plus facile en effet de calculer ce nombre de femmes qui créent des entreprises chaque année en France. On va parler, puisque c'est le sujet donc, d'investissement dans l'économie réelle. Pourquoi, selon vous, c'est une forme d'investissement qui intéresse particulièrement les femmes ou qui pourrait particulièrement intéresser les femmes ? Alors, d'une part, parce que c'est concret et qu'on voit dans les différentes enquêtes que j'évoquais, qu'un des premiers critères qui est parfois évoqué, c'est que finalement, manque de culture financière, peut-être impréhension à l'égard d'un certain nombre de produits. Alors,
on peut considérer cela, mais en réalité, d'autres études montrent que la culture financière des hommes n'est pas non plus plus importante, mais qu'en revanche, ils vont surestimer leur culture financière. Donc c'est un premier élément, c'est qu'au moins là, c'est concret, c'est du réel, c'est une entreprise, des fondateurs, des fondatrices qui ont un projet d'avenir pour la société. Et donc, par définition, c'est un actif tangible. Et c'est ce qui pourrait potentiellement séduire les femmes. Et on voit aussi que les femmes sont intéressées par des investissements qui vont avoir du sens, qui vont les amener à jouer un rôle peut-être dans la société. Et c'est vraiment le propre d'un investissement. C'est peut-être le point commun qu'on peut faire avec les raisons pour lesquelles elles investissent, je le disais, dans les placements responsables. C'est donner du sens, ça peut être peut-être un point commun entre ces deux thématiques. C'est quitte à investir, autant que ça ait du sens et que ça puisse être finalement un levier, parce que c'est finalement quand vous donnez une part de vos revenus, parce que c'est ça, ça reste un risque, vous avez le pouvoir d'agir. Et c'est ce pouvoir d'agir qu'il faut considérer et qui permet aux femmes d'investir. De quelle manière cet investissement dépasse-t-il largement l'aspect financier? Car il s'agit aussi, là on va en parler évidemment, de conseils, d'accompagnement. Quand on investit dans une entreprise, on n'investit pas seulement des deniers. Alors effectivement, il y a souvent des débats encore récemment sur les petits actionnaires, ce qu'on peut être au début quand finalement on commence à investir dans des entreprises émergentes. Mais il faut bien considérer que d'une part c'est un risque qu'on prend, parce qu'on peut le perdre. Et puis, d'autre part, il ne s'agit pas d'investir et puis d'attendre que les choses se passent pour potentiellement avoir un retour sur investissement. Donc, justement, l'économie réelle permet parfois de contribuer et d'agir sur la société. Avec quelle somme on peut commencer à investir sur ce type-là d'investissement quand on investit dans une entreprise ? Alors, on le voit aujourd'hui sur des plateformes d'investissement qui sont notamment les plateformes à impact. On peut commencer à investir avec relativement peu d'argent. Je dirais que l'essentiel, c'est de commencer. Là aussi, parce qu'il y a des études qui montrent que à partir du moment où vous commencez, vous apprenez en marchant et la confiance vient. Alors, c'est pas grave si vous avez peut-être perdu, pas gagné, etc. Mais au moins, vous avez compris comment les choses se passent et on a enlevé toute la dimension un peu mythique de l'investissement financier. Vous parliez tout à l'heure de risque. Est-ce qu'on peut parler ici d'investissement à risque, en comparaison avec d'autres placements financiers quand on investit dans une entreprise ? Je crois que le sujet aujourd'hui, c'est pas tellement de comparer. Le fait est que ce sont des entreprises émergentes, qui comptent sur ces investisseurs. En France, on parle de business angel, on a choisi le mot français, mais j'aime beaucoup le mot québécois qui sont en fait, on est des investisseurs providentiels. Ouais. Et je reviens tout à l'heure quand je disais que finalement ça donne aussi le pouvoir d'agir sur la société et d'agir avec sens. C'est que étant des investisseurs providentiels, à un moment où des jeunes entreprises cherchent ouvrent leur capital ou lèvent des fonds, eh bien, ces fonds, ils sont faits pour innover, pour se développer, pour commercer, pour aller créer de nouvelles activités. Eh bien, en ça, on est providentiel à un moment donné. Et c'est là que je trouve que l'investissement financier et celui des femmes est particulièrement à une raison d'être extrêmement fondamentale. Comment on passe de chef d'entreprise à investisseur ? Peut-être qu'on peut parler de votre exemple personnel. Comment ça s'est passé ? Alors effectivement, c'est au terme d'un chemin entrepreneurial, puisque j'ai pendant 20 ans exercé les fonctions de directrice générale dans des groupes de communication corporate et éditoriale. Je suis effectivement docteur en histoire, spécialisée sur l'histoire des entreprises et des organisations au XXe siècle, donc on n'est pas non plus trop loin. Et j'accompagne des entreprises à des moments stratégiques de leur développement, c'est-à-dire des moments où ils doivent repenser un plan stratégique, un plan de transformation, une ouverture de capital, répondre à un appel à projet innovant. Et de fait, tout cela, ça donne
une approche très concrète de l'entreprise. Donc ça, c'était en 2014. J'ai aussi rejoint les fondateurs d'une société très originale qui s'appelle Melpomène et qui est une société d'investissement dans l'art contemporain pour créer une collection d'art contemporain français. Et nous sommes aujourd'hui une 60aine d'investisseurs. Et c'est par ce biais-là, en fait, très concret, que j'ai souhaité finalement allouer une partie de mes revenus et les remettre dans l'économie réelle. Selon vous, les deux sont liés? Voilà, elle était là aussi ma question. Pourquoi et comment ces deux aspects sont liés entre l'investissement et la création d'entreprises? Voilà. Est-ce que augmenter le nombre d'investisseurs, il peut, in fine, augmenter le nombre de femmes qui, derrière, créeront des entreprises? Voilà. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez ça? Oui, on peut parler vraiment d'un cercle vertueux parce que c'est vrai que les femmes ont tendance à peut-être plus être intéressées par des sociétés qui sont créées par des femmes ou des entreprises mixtes. Ces entreprises qui ont plus de difficultés d'ailleurs à lever des fonds. Pourquoi? Parce que les fonds de capital risque sont aussi moins féminisés et donc plus il y a de femmes investisseuses, plus il y a de femmes entrepreneurs qui elles-mêmes vont peut-être réinvestir dans l'économie la part de leurs revenus. Et on le voit bien, c'est extrêmement important pour tout ce qui relève de ce qu'on appelle aujourd'hui une nouvelle économie de développement. Vous croyez à la puissance du rôle modèle? Oui, en tous les cas, à l'incarnation, parce que on voit bien que, typiquement dans des réseaux tels que Femmes Business Angel, quand on arrive dans ce réseau, on est extrêmement accompagné. On mène des instructions en binôme. Chacune apporte son savoir-faire, soit parce qu'elle est chef d'entreprise et de fait va comprendre un certain nombre de choses dans une lecture, par exemple, d'un business plan, mais d'autres vont être plus financières. Et de fait, c'est cette collégialité qui nous permet de faire d'excellents investissements. Vous avez un peu répondu à la question, mais quel est le profil de ces investisseuses chez FBA? Des chefs d'entreprise, vous le disiez déjà? Des chefs d'entreprise, des salariés, des femmes dont le point commun, est de souhaiter, qui ont envie de contribuer, à cette économie réelle. Aujourd'hui, c'est seulement un tiers de femmes qui vont investir. Enfin, je crois que les chiffres, c'est 10-15% de business angels parmi les business angels. Donc, si on pouvait être plus nombreuses, effectivement, et vous me posiez la question sur la notion de chef d'entreprise, je dirais que là, je m'adressais plus à des chefs d'entreprise plutôt qu'aux salariés que je connais moins bien. Mais on parle souvent de la solitude du chef d'entreprise, et c'est assez réel. Et de fait, quand on écoute des startups qui viennent présenter des pitchs, quand on échange avec elles au moment des instructions, eh bien finalement c'est aussi très enrichissant d'un point de vue pas seulement intellectuel, je dirais, mais au quotidien, parce que finalement les questions qu'on va leur poser sur leur développement, la façon dont elles équilibrent par exemple la dimension industrielle et la dimension commerciale, en fait, tous ces équilibres-là, eh bien finalement on a les mêmes préoccupations nous en tant que chef d'entreprise, et ça nous rend extrêmement, je trouve que mon enthousiasme il peut venir de cette idée qu'on accompagne les jeunes générations dans l'économie de demain. On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Catherine Malaval de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Je rappelle, vous êtes docteur en histoire, dirigeant donc de Neotopics et évidemment membre de Femmes Business Angels. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, pourquoi la hausse des taux et l'allongement de la durée de crédit commencent-elles à poser problème aux emprunteurs? En effet, l'envolée des taux se poursuit en cette fin d'année et il devient de plus en plus compliqué d'emprunter à moins de 2%. En parallèle, l'apport demandé par les banques explose et tout cela s'accompagne d'un allongement historique de la durée des prêts. De nombreux acteurs du marché alertent sur cette situation. C'est le cas notamment de Crédit Logement. Cette hausse des taux se serait traduite par une véritable chute de la production pendant l'été. On en parle donc avec Fabien Neuffinck, directeur général délégué de Crédit Logement. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine, Fabien Neuffinck. Merci beaucoup de nous accompagner. Sandrine Allonnier nous accompagne également, porte-parole de Vous Financer. Bonjour Sandrine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Fabien Neuffinck, ma première question sera pour vous. Que s'est-il passé en un an? Comment expliquez-vous que le contexte ait autant changé pour les acquéreurs?
le contexte, il a changé en fonction des conditions économiques également, qui ont été très fluctuantes depuis un an. Nous avons eu une zone de turbulence économique, alors qui a commencé avant le conflit ukrainien, puisqu'on avait également l'après-Covid qui avait généré des grosses problématiques d'offres. Il y a eu un impact économique important en termes notamment d'inflation, qui a généré une remontée des taux d'intérêt qui a été assez forte effectivement depuis un an. Et donc c'est un contexte de marché qui est très différent par rapport à ce qu'on connaissait il y a 12 mois en arrière. Quelle est l'ampleur de cette hausse des taux? Voilà, pour qu'on comprenne bien. Alors, si on regarde les dernières données de l'Observatoire Crédit Logement du mois d'octobre, si on prend un prêt à 20 ans, qui est la norme aujourd'hui, on reviendra sur la durée moyenne un peu plus tard, j'imagine, on est sur un taux au mois d'octobre autour de 2,05. Et si on se repositionne 12 mois en arrière, on était plutôt à 1,04. Donc vous voyez qu'on a eu 100 points de base d'augmentation des taux en l'espace de 12 mois. Donc c'est une remontée assez importante et sur une période assez courte. Sandrine Allognier, pareil, même question sur cette intensification ces derniers mois de cette hausse des taux. Elle a été très surprenante parce que qui aurait pu dire au début de l'année 2022 qu'on aurait une telle envolée des taux? Et du coup, finalement, elle a surpris tout le monde. Elle a surpris évidemment le marché et les emprunteurs qui se retrouvent fortement pénalisés. Et en effet, nous aussi, on constate cette hausse des taux d'1 point qui a un impact direct pour les emprunteurs puisque pour 1 000 € de mensualité pendant 20 ans, donc si on a la capacité de rembourser 1 000 €, c'est-à-dire qu'on gagne 3 000 € par mois, eh bien aujourd'hui on peut emprunter 20 000 € de moins qu'au début de l'année ou qu'il y a un an. Donc c'est quand même une perte de capacité d'emprunt énorme. Et de la même façon, si on veut emprunter 250 000 €, eh bien il faut gagner 400 € de plus que l'année dernière. Donc c'est vraiment une hausse significative qui du coup exclut de fait certains emprunteurs. Elle exclut qui alors? Alors, elle exclut les ménages les plus modestes qui avaient besoin de ce montant de prêt. Alors certes, peut-être gonflé artificiellement par les taux bas, mais ce montant de prêt qui leur permettait d'acheter une surface suffisante dans laquelle vivre. Et ces ménages modestes qui ne peuvent pas forcément compenser cette perte de 20 000 € de capacité d'emprunt par de l'apport. Et qui du coup sont contraints de rester locataires au lieu d'accéder à la propriété. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet puisque ceux-là ne peuvent pas compenser. Mais finalement, on verra que cette hausse des taux, elle touche tout le monde puisqu'il y a des freins réglementaires qui aussi ne permettent plus aujourd'hui d'emprunter. Fabien Definck, sur les conséquences donc, de cette évolution des taux, sur les emprunteurs d'abord. Peut-être qu'après, je vous poserai également la question sur le marché de l'immobilier, puisqu'on parlait exactement de chute de production de crédit immobilier également. Mais voilà, les conséquences déjà sur les emprunteurs aujourd'hui. Vous avez effectivement deux phénomènes. Un phénomène au niveau de l'offre, de toute façon, ce qui a été dit par Sandrine. Vous avez la problématique de remontée des taux qui est importante, une forme de télescopage avec le taux d'usure, qui fait que, comme les banques ont une obligation de rentabilité, il est évident que vous avez une problématique au niveau de l'offre, déjà au niveau de l'offre de crédit. Après, au niveau des emprunteurs, forcément, vous allez retrouver la même problématique. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater sur le marché, c'est que autant il y a quelques mois en arrière, on venait chercher un taux finalement et on venait chez son banquier pour avoir un taux. Aujourd'hui, on est plutôt très satisfait déjà d'avoir un accord de crédit. Donc il est évident que vous avez un phénomène au niveau de la demande de baisse au niveau de la demande de prêt finalement. Moi, je suis complètement d'accord. Et surtout, je pense que Fabien a dit quelque chose d'important, c'est que finalement, on est plus sur un problème d'offre de crédit que de demande. Parce que quand on revient quand même sur ces 10 dernières années, emprunter à 2%, ce qui est le cas donc actuellement en moyenne, ça reste un taux très bas. On a oublié, mais en 2017, on avait des taux en moyenne aux alentours de 3%, allez, entre 2 et 3%. Et ça avait été une année record pour le marché immobilier avec plus 15% de transactions. Donc c'est quoi? C'est qu'on n'avait plus l'habitude ces dernières années? Alors déjà, on n'avait plus l'habitude, mais c'est surtout qu'on a... j'allais dire la double peine, mais c'est la triple peine, de cette remontée des taux qui a quand même un petit effet psychologique, de ce contexte de hausse des prix, parce que par rapport à 2017, les prix ont augmenté de 50% dans certaines villes moyennes, donc c'est quand même énorme. Et en plus, le troisième effet, c'est le taux d'usure, qui fait qu'aujourd'hui, même emprunter à 2,5%, ce que pourraient vouloir et accepter plusieurs emprunteurs,
enfin beaucoup d'emprunteurs, ils ne le peuvent pas parce que sinon ils vont dépasser le taux plafond auquel les banques n'ont pas le droit de prêter. Et ça, c'est un dysfonctionnement du marché qui vient justement du fait que cette remontée des taux a été trop rapide et qu'elle n'est pas prise en compte de la bonne façon dans le calcul. Donc, et du coup, les banques ont quand même laissé juste un filet d'eau actuellement, et elles ne sont plus incitées à prêter parce que les prêts sont moins rentables. Et c'est vrai qu'alors que 2017, on commençait à avoir vraiment une explosion de la production de crédit avec beaucoup de renégos, ça avait été une année record, et bien là, à l'inverse, on a une raréfaction du crédit. Donc c'est vrai que la situation commence à se compliquer sérieusement. Exactement, c'est ce que dit Crédit Logement. Vous rapportez une chute de la production des crédits immobiliers. Moi, j'ai un chiffre à vous donner, celui de la Banque de France, qui rapporte, elle, que la production de crédit immobilier reste plutôt soutenue, avec un taux de croissance de 5,7% en octobre. Voilà, comment vous regardez ces chiffres, vous ? Alors sur ces chiffres, il faut voir quand même qu'on est sur des méthodologies de calcul qui peuvent être assez différentes. Oui. C'est-à-dire que nous, on regarde la production, on va dire, au plus près. Ça veut dire qu'on a des chiffres quotidiens au niveau de Crédit Logement. La méthodologie de production des statistiques de la Banque de France est quand même un peu différente. Donc je ne suis pas convaincu qu'on puisse comparer de manière, on va dire, assez aussi facile les données qui sont produites par Crédit Logement et celles qui sont produites par la Banque de France. Ce qui est certain, ce qu'on a observé au niveau de Crédit Logement, puisque moi je peux parler assez facilement des données de Crédit Logement, c'est qu'on a eu un premier semestre qui était globalement plutôt correct, avec une dynamique qui restait assez forte. Alors on partait par ailleurs d'un marché 2021 qui était très booming au niveau du marché immobilier, puisqu'il y avait eu des statistiques de production qui étaient très 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 élevées. Et on a enregistré, on a constaté en tout cas une baisse relativement importante de la production à partir de l'été, puisqu'il n'a pas été... on est sur des chiffres de production qui sont en baisse d'un peu plus de 30% depuis les mois de juin, juillet, août, et ça continue en septembre et octobre. Donc voilà, donc on a effectivement un marché 2022 qui est plutôt en repli. On peut s'attendre à un marché 2023 également qui ne sera pas un millésime, on va dire, extraordinaire en termes de production de crédit. L'avantage, c'est qu'on part quand même d'un niveau très haut en termes de crédit, mais de toute façon, on est sur un marché qui est orienté à la baisse. Après, sur les statistiques et la comparabilité des statistiques, je pense qu'il faut faire très attention. Vous disiez même tendance pour 2023, ça veut dire que cette hausse des taux-là devrait s'inscrire, en tout cas dans le temps, ces prochains mois. Le contexte économique et les semaines récentes ne montrent pas qu'on va avoir une embellie au niveau du contexte économique. La pression inflationniste reste là. On s'aperçoit que les chiffres de l'inflation restent très élevés. Donc nous, quand on fait des prévisions, on peut penser que d'ici la fin de l'année, on atteindra plutôt un taux autour de 40, de 50. On se rapprochera probablement, en tout cas sur le premier semestre 2023, quand vous regardez également les données de l'Observatoire Crédit Logement CSA, on pourrait plutôt frôler le 2,80 d'ici la fin du premier semestre 2023. Donc on est plutôt sur un mouvement haussier. Après, comme le disait également Sandrine, c'est que fondamentalement, quand on regarde les taux d'intérêt réels, ils restent très négatifs. Puisque quand vous avez une inflation à 6%, voire 7%, vous avez des taux d'intérêt réels qui sont toujours en territoire négatif. Maintenant, ça n'empêche qu'il va y avoir des induits sur la production de crédit en 2023. Sandrine Allonnier, vous en avez parlé tout à l'heure. Pourquoi, dans le même temps, l'apport demandé par les banques augmente-t-il de cette manière, là aussi ? Alors, il y a deux raisons sur l'apport. C'est vrai qu'on a des niveaux d'apport records. Un, parce que pour acheter une surface suffisante dans laquelle vivre, dans un contexte de prix élevé où on peut emprunter moins, il faut de l'apport personnel. Elles se protègent, les banques. Donc, et également, oui, elles demandent ça parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un environnement de prix élevé, avec plutôt une dynamique baissière qui devrait s'enclencher qu'une dynamique haussière, c'est certain. Tout simplement parce qu'il va falloir que les vendeurs prennent en compte le fait que les emprunteurs peuvent moins acheter et du coup, de toute façon, on constate qu'il y a déjà des marges de négociation qui augmentent depuis cet été. Et donc, du coup, quand une banque prête un taux d'endettement élevé à un prix de marché élevé, eh bien, si dans 5 ans, il y a un risque, il y a un divorce et une vente contrainte, eh bien, il se peut, s'il n'y a pas eu d'apport personnel, que finalement, peu de capital ait été remboursé et du coup, que la banque soit en défaut. Donc, c'est vrai que c'est une façon également de se protéger, mais aussi, malheureusement, il faut le dire,
de faire le tri dans les emprunteurs, puisque aujourd'hui, dans le contexte actuel, on l'a dit, il est moins rentable pour les banques de prêter. Elles ont des objectifs de production revus à la baisse, et du coup, c'est un peu flight to quality sur les emprunteurs. Et du coup, elles vont sélectionner celles qui ont de l'épargne, qui ont été capables de mettre de l'argent de côté. C'est aussi une façon de s'assurer de leur capacité à rembourser un prêt sur le long terme. Et du coup, voilà, il faut plus d'apports personnels et aussi des bons revenus. C'est vrai que là, aujourd'hui, on a un tri qui se fait sur les emprunteurs. Donc, malheureusement, voilà. Et ça se traduit par de l'apport personnel qui, maintenant, doit plutôt avoisiner les 20%. Oui. C'est souvent 10% pour financer les frais. Et le reste qui va être plutôt considéré comme une épargne de précaution et qui a du sens aussi dans le contexte actuel. Parce que si vous devez faire des travaux de rénovation énergétique parce que votre facture, l'année prochaine, avec la fin du bouclier, s'envole, eh bien, voilà, vous pourrez faire ces travaux sans reprendre un crédit conso qui vous emmènera en surendettement. Si vous achetez une maison parce que vous voulez de l'espace vert et qu'il faudra racheter une seconde voiture, vous pourrez le faire avec de l'épargne de précaution. Donc, c'est finalement pour éviter aussi un risque de surendettement. Donc, de l'apport, oui, mais qu'on n'est pas obligé de tout mettre dans le projet. Donc, un apport conséquent, on réduit le montant emprunté. On n'en a pas parlé, il faut absolument qu'on en parle. L'allongement de la durée aussi du financement, ça peut être une solution. Fabien Defin, qu'est-ce que vous pouvez juste nous dire déjà de combien elle s'est allongée? Est-ce que c'est du jamais vu? En tout cas, c'est ce qui a été dit là, sur l'allongement de la durée de crédit. Juste un mot très court par rapport à ce qui vient d'être dit sur cette notion de taux d'apport. Il faut quand même avoir conscience qu'il y a des nouvelles règles bancaires qui sont intervenues en 2020. Ce sont les règles du HCSF qui ont conduit à plafonner les durées. Donc c'est pour ça qu'il y a le lien finalement avec votre question sur la durée. Et donc forcément, à partir du moment où vous plafonnez la durée à 25 ans pour un marché de l'ancien et à 27 ans si vous faites une acquisition en VFA, il est évident que vous allez avoir besoin de toute façon de demander à votre clientèle des niveaux d'apport un petit peu plus conséquents. Donc il y a aussi cet aspect réglementaire qui a induit une augmentation quand même des taux d'apport. Après, par rapport à votre question sur la durée, quand là aussi vous regardez l'Observatoire Crédit Logement du 3e trimestre, et on va même plutôt se concentrer sur le mois d'octobre, vous êtes à 244 mois. Donc 244 mois, on est sur aujourd'hui des niveaux qui sont supérieurs à 20 ans. C'est effectivement très nouveau, on pourrait presque dire que c'est du jamais vu. Si vous vous replongez 20 ans en arrière, faisons un peu de flashback et on se remet en 2001, on empruntait à 163 mois. Donc vous voyez qu'en l'espace de 20 ans, on a augmenté très sensiblement finalement la durée d'emprunt pour les emprunteurs. Alors pour un objectif assez simple finalement, quand vous êtes dans un marché qui était au cours des 10 dernières années avec une évolution très forte au niveau des prix, l'augmentation de la durée d'emprunt a été un moyen de solvabiliser finalement la demande. C'est comme ça qu'on trouvait le moyen de solvabiliser les ménages et de maintenir les taux d'effort à des niveaux qui restent globalement raisonnables. Aujourd'hui, la problématique qui va se poser avec notamment ces nouvelles règles HCSF, c'est qu'on atteint une forme de plafond. Quand vous regardez également l'Observatoire, on sait qu'on a 65% aujourd'hui des emprunteurs qui empruntent entre 20 et 25 ans. Et quand on dit qu'ils empruntent entre 20 et 25 ans, c'est plutôt à 25 ans qu'à 20 ans. Donc on voit que la marge aujourd'hui, par rapport à cette notion de durée d'emprunt, elle devient un petit peu plus réduite que ce qu'elle a été par le passé. Très très rapidement, puisqu'il nous reste maintenant que 15 secondes, c'est passé hyper vite. Est-ce que cet allongement de la durée des financements, elle permet quelque part de compenser cette hausse des taux? On va terminer là-dessus vraiment très rapidement. Elle va plus le permettre, puisque de toute façon, comme on vient de le dire, elle atteint effectivement plutôt un plafond au niveau de cette durée. Je ne pense pas qu'on va pouvoir augmenter de manière, on va dire, indéfinie la durée d'emprunt. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu aujourd'hui avec nous dans Smart Patrimoine. Fabien Defin, directeur général délégué de Crédit Logement, Sandrine Alonier, porte-parole de Vous Financer. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain même heure pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Ce sera avec Pauline Gratel. À demain.